Lors d'un sommet international, les présidents du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande décidèrent de... Et si je te disais que ces trois pays n'avaient pas de président? Car en effet, leur chef d'État à tous les trois est le roi Charles III du Royaume-Uni. Mais pourquoi donc? Ensemble, nous allons essayer de comprendre cette histoire. Mais tout d'abord, générique. Alors commençons par le commencement. Tout débute avec les actes d'union des années 1707 et des années 1800. Ces Acts of Union en anglais étaient des lois ratifiant des traités qui ont tout d'abord donné naissance à l'union entre le Royaume d'Angleterre et le Royaume d'Écosse pour former la Grande-Bretagne, puis à l'union entre la Grande-Bretagne et le Royaume d'Irlande pour former le Royaume-Uni, avec pour roi George III. Au cours du 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1800, le Royaume-Uni va, en plus des territoires qu'il avait déjà conquis dans le monde, conquérir d'autres territoires sur tous les 5 continents. C'est ainsi, contre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, que le Royaume-Uni sera à la tête d'un gigantesque empire colonial appelé Empire britannique. Le plus grand empire de tous les temps, avec des colonies dans les 4 coins du globe, occupant ainsi environ 22% des terres émergées. Toutes les colonies de cet empire britannique n'étaient pas identiques. Les colonies situées en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et en Océanie étaient massivement peuplées d'hommes d'ascendance européenne. Les populations locales de ces territoires ont été assujetties pacifiquement pour certaines, mais le plus souvent c'était par l'usage de la force. Toujours entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, les colonies britanniques situées en Amérique du Nord vont exprimer le désir d'acquérir un peu plus d'autonomie afin de former un seul État, mais toujours sous la domination du Royaume-Uni. C'est ainsi que le Dominion du Canada va naître en 1867. Puis viendra le tour des colonies britanniques d'Australie, qui s'uniront pour former le Dominion d'Australie en 1901. Ensuite va naître les Dominions de Nouvelle-Zélande en 1907 et d'Afrique du Sud en 1910, bien après l'unification des 4 colonies britanniques d'Afrique du Sud. Le mot Dominion qualifiait donc, comme on vient de le voir, une colonie britannique qui avait acquis un peu plus d'autonomie vis-à-vis du colon britannique. Cette autonomie permettait donc à ces dominions de gérer leurs finances, leur commerce et leurs affaires intérieures. Et l'Empire britannique continuait de gérer les affaires étrangères, les instances juridiques, les constitutions et les citoyennetés de ces dominions. Après la Première Guerre mondiale, la géopolitique du monde est bouleversée. L'Empire britannique, qui hier était la première puissance du monde, avait été lourdement affaibli suite aux grandes pertes financières et humaines pour soutenir l'effort de guerre. Des mouvements indépendantistes grandissaient dans plusieurs colonies britanniques, comme en Inde, et même dans le royaume constitutif d'Irlande. Après une guerre entre indépendantistes irlandais et l'autorité britannique, un traité anglo-irlandais fut signé pour accorder à l'Irlande un statut de dominion indépendant, créant ainsi l'État libre d'Irlande, toujours avec le roi britannique comme chef d'État. Les autres dominions, qui eux aussi avaient contribué à l'effort de guerre, voulaient acquérir encore plus d'autonomie. C'est ainsi que sous la pression des dominions d'Irlande et l'Afrique du Sud, que le Royaume-Uni va reconnaître par la déclaration Balfour de 1926 la souveraineté de ses dominions. En gros, les dominions devenaient des États indépendants sous le même pied d'égalité que le Royaume-Uni. Les dominions pouvaient désormais gérer eux-mêmes leur politique extérieure et intérieure, mais conserver tout de même le roi britannique comme chef d'État. La résolution du statut de Westminster en 1931 fera que renforcer la déclaration Balfour de 1926, par conséquent la souveraineté des dominions britanniques. Le Commonwealth, bien partagé en français, est une organisation créée après la déclaration Balfour de 1926. Cette organisation rassemblait l'Empire britannique avec ses 6 dominions, à savoir le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'État libre d'Irlande et Terre-Neuve. Grâce à cette organisation, l'Empire britannique et ses dominions étaient devenus des royaumes égaux et souverains partageant tous le même chef d'État, à savoir le roi ou la reine du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'avait donc plus le droit de s'ingérer dans les affaires de ses dominions. Des années 50 aux années 90, la décolonisation amorça la fin de l'Empire britannique. Les anciennes colonies britanniques devenaient soit des royaumes soumis à la monarchie britannique, ou des républiques totalement indépendantes. Aujourd'hui, le Commonwealth est une organisation intergouvernementale dont les États membres promeuvent la démocratie, l'état de droit, la culture, le sport
et la non-discrimination. Il est constitué de 56 États dont la majorité des États membres sont des anciennes colonies britanniques. Bien qu'étant le roi du Royaume-Uni, le monarque britannique, dont l'actuel est le roi Charles III, est aussi le roi de 15 autres royaumes appelés les royaumes du Commonwealth. Ces 15 royaumes sont le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, les Bahamas, la Grenade, Antigua et Barbuda, le Tuvalu, Sainte-Lucie, le Belize, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, et enfin les îles Salomon. Alors ces 15 royaumes sont distincts, souverains et indépendants, mais partagent, comme je viens de le dire, le même roi. Chaque royaume possède son propre gouvernement et un premier ministre comme chef de l'exécutif. Bien que le monarque britannique soit le chef d'État de tous ces royaumes, sa fonction est plutôt d'ordre cérémoniel et voire même symbolique, avec des pouvoirs très limités depuis la reine Victoria. Les pouvoirs du roi britannique appelés prérogatives royales varient en fonction des royaumes. Parmi les prérogatives royales qu'a le roi sur le Royaume-Uni, on peut citer le pouvoir de nommer le Premier ministre. C'est généralement un homme issu du parti majoritaire au Parlement qui est nommé. Le pouvoir de dissoudre le Parlement après une requête par des partis politiques ou par le Premier ministre. Le pouvoir d'émettre des passeports et d'accréditer des ambassadeurs. Bref, le roi règne mais ne gouverne pas. Dans les 14 autres royaumes du Commonwealth, le roi a des pouvoirs encore plus restreints et presque même inexistants. Ce qui n'empêche pas les premiers ministres de ces royaumes de lui prêter allégeance et de gouverner en son nom. Le roi britannique est représenté dans chacun de ces 14 royaumes par un gouverneur général. Gouverneur qui exerce les prérogatives royales lorsque le roi ne se trouve pas dans ces royaumes. Mais ces gouverneurs généraux n'ont pas de pouvoir réel. Ils jouent juste des rôles plutôt protocolaires. Car bien qu'ils nomment les premiers ministres et qu'ils peuvent dissoudre les parlements de ces royaumes, ces gouverneurs généraux ne le font pas de leur propre chef. Tout comme avec le Royaume-Uni, c'est un candidat issu du parti majoritaire au Parlement qui est nommé Premier ministre. Et pour la dissolution des parlements, les gouverneurs généraux ne le font qu'après requête émise par les premiers ministres ou par les partis politiques. Alors voilà un peu pourquoi le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'ont pas de président. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, plusieurs débats se font sur le maintien ou non de la monarchie britannique. Dans les autres royaumes du Commonwealth, les mêmes débats se font cette fois-ci sur la sortie ou non de la monarchie. Mais des sondages soutiennent que la majorité des populations de ces 15 royaumes sont favorables à la monarchie. Donc en cas de référendum sur le oui ou le non à la monarchie, le oui aurait peut-être plus de chances de l'emporter. Dans le passé aussi, des référendums ont été organisés sur le sujet dans des pays qui étaient soumis à la monarchie britannique. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les colonies britanniques sont devenues pour la majorité des royaumes du Commonwealth. Mais les vents indépendantistes qui soufflaient à cette époque ont poussé plusieurs anciennes colonies à remettre en cause la monarchie. Ainsi, les déclarations d'indépendance et les référendums se multiplièrent. L'Inde fut parmi les premières ex-colonies britanniques du Second Empire à prendre son indépendance en devenant une république. Plusieurs autres ex-colonies britanniques vont suivre cette voie pour devenir aussi des républiques. Ensuite, plusieurs autres nations à leur tour sortiront de la monarchie, mais cette fois-ci par référendum. Alors sur les 8 référendums organisés, seuls 3 ont vu le oui à la sortie de la monarchie britannique l'emporter. Ce sont les référendums organisés au Ghana en 1960, en Afrique du Sud en 1960 toujours, et en Gambie en 1970, bien après que le non l'ait emporté en 1965. Les référendums qui ont vu le non à la sortie de la monarchie britannique l'emporter sont ceux organisés en Australie en 1999, au Tuvalu en 1986 et en 2008, et enfin au Saint-Vincent et les Grenadines en 2009. Alors en somme, bien que la monarchie britannique ait connu plusieurs rebondissements au cours des 2 derniers siècles, bien qu'elle ait été remise en question dans plusieurs royaumes du Commonwealth, on peut croire qu'elle est loin de s'éteindre car plusieurs peuples sont encore favorables.